Et donc bonjour, moi je suis le docteur Élise Balestra-Sovic, je suis anesthésiste réanimatrice au sein de l'Institut Bergonié et je suis présidente du comité de lutte des infections associées aux soins et je suis aussi référente en antibiothérapie de l'Institut Bergonié. Je m'appelle Simone Mathoulin-Pellissier, je suis professeur d'épidémiologie et de santé publique et coordonnateur du département prévention santé publique à l'Institut Bergonié. Alors la vaccination, ça date de plus de 200 ans. C'est un médecin anglais qui a constaté qu'une maladie bénigne, qui s'appelait la vaccine de la vache, ressemblait fortement à la variole. Et il a décidé d'injecter une petite quantité de cette maladie, la vaccine, à un enfant. Et il a constaté que l'enfant ne développait pas la maladie. C'est les premiers éléments de vaccination, qui ont permis 200 ans plus tard d'éradiquer complètement la variole dans le monde. La variole était une maladie mortelle ou très invalidante. Dans un premier temps, après ce médecin anglais, il y a une personnalité très connue des Français qui s'appelle Louis Pasteur, qui a compris qu'un certain nombre de maladies qu'on développait étaient dues à des microbes, virus, bactéries et autres, et a compris aussi que si on injectait des virus, ces microbes, de façon ou atténuée ou complètement inactivée, on pouvait développer des anticorps qui allaient nous protéger contre la maladie. Mais après, se sont développés d'autres vaccins, notamment autour des vaccins dits combinés, pour lutter contre plusieurs maladies. C'est le ROR, rougeole, oreillon, rubéole, toujours d'actualité encore plus en ce moment, pour les enfants, voire des adultes qui n'auraient pas été vaccinés. Et la dernière étape, après ces vaccins combinés, c'est le développement et le soutien des biotechnologies pour développer des vaccins, notamment avec l'hépatite B, ou plus récemment avec le Covid. C'est un des deux grands moyens avec les anti-infectieux de lutter contre les maladies. Donc on n'est plus victime des maladies, on peut être aussi acteur dans le fait d'éviter de tomber malade à cause de virus et de bactéries. Un vaccin, c'est donner un petit bout de virus ou un petit bout de bactérie pour que notre corps l'identifie, créer une réaction immunitaire et comme ça, la prochaine fois qu'on rencontrera le vrai virus, on aura les armes pour le combattre et on pourra donc ne pas tomber malade ou tomber nettement moins malade. Le principe, c'est de nous exposer à quelque chose du virus ou du microbe qui va être immunogène, c'est-à-dire nous permettre de développer des anticorps sans développer la maladie. Puisque quand on est en contact avec un virus, un microbe, on développe des anticorps, c'est ce que fait le système immunitaire habituellement. Là, on va faire comme un mimétisme, mais à plus petite dose, ce qui fait que quand on rencontrera le virus, vraiment, après avoir été vacciné, les anticorps seront déjà là et nous permettront de lutter plus efficacement contre la maladie, voire de ne pas du tout la développer. La première contre-indication, mine de rien, c'est quand même l'allergie, mais c'est extrêmement rare. Et pour avoir une allergie à un vaccin, il faut d'abord avoir vacciné par ce vaccin. Les contre-indications, elles sont quand même très très rares. Pour certains vaccins, il y a certaines situations cliniques qui nous empêchent de recevoir ce vaccin, mais c'est de façon temporaire. Parfois, il suffit juste d'arrêter une thérapeutique qui crée une immunodépression pour pouvoir faire le vaccin après, a posteriori. En gros, il faut se dire quand même que les contre-indications au vaccin sont vraiment très 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 rares. Pour les autres, c'est que nous, par exemple, pour la grippe, on peut avoir la grippe, mais comme on est jeune, bien portant, la grippe va nous secouer, mais pas être dangereuse. Par contre, si on est en contact de gens qui sont immunodéprimés, qui sont fragiles, qui ont des maladies chroniques, on va leur donner la grippe, et eux, par contre, peuvent vraiment très très mal le vivre, voire avec un risque de décès qui est potentiel. Se protéger pour les autres, c'est-à-dire je me vaccine, et donc je participe collectivement à faire diminuer la circulation du microbe dans la population. Donc cette circulation, si elle est fortement diminuée, le virus ne circule plus et les autres ne peuvent plus contracter la maladie. On appelle ça une couverture vaccinale suffisante. Couverture vaccinale veut dire un pourcentage de personnes vaccinées qui permettent de protéger la communauté. Ça va varier en fonction des maladies, c'est pas toujours la même couverture vaccinale en fonction des microbes dont on parle. Alors non, parce que de toute façon les vaccins ne concernent pas toutes les maladies infectieuses. Il y a plein de maladies infectieuses en plus qui émergent au quotidien, on le voit bien ces derniers temps. Et puis même si on a éradiqué des maladies de façon très importante, elles sont jamais totalement disparues.
Donc on aura toujours besoin de vaccins. Eh ben, il y a un calendrier vaccinal qu'il faut suivre. Donc, c'est normalement votre médecin généraliste qui doit vous indiquer à chaque visite où vous en êtes à peu près dans votre vaccination. Donc, on n'a pas les mêmes vaccins à l'enfance, l'adolescence, à l'âge adulte et puis surtout après, au moment de la vieillesse, à partir de 65 ans, on a d'autres vaccins aussi qui arrivent. Quand on est adolescent, normalement, aujourd'hui, on a déjà été vacciné contre l'hépatite B, mais si on ne l'a pas été et qu'on a des comportements à risque ou qu'on va dans des pays particulièrement exposés, il faut se vacciner contre l'hépatite B. Et puis le second vaccin, dont on parle beaucoup en ce moment pour les collégiens et donc pour les adolescents, c'est la vaccination contre le papillomavirus, qui doit être fait entre 11 ans et 19 ans et on peut avoir des rattrapages pour certaines pratiques à risque jusqu'à 26 ans. Eh ben, parce que notre système immunitaire, il a ses limites et qu'il peut pas tout combattre et qu'il faut l'aider. Le vaccin va permettre de potentialiser et faire en sorte qu'il soit plus fort parce que si on la laisse à l'état de base, il va certes combattre certaines maladies, mais pas toutes. De toute façon, il y a des maladies où le système immunitaire n'est de base pas du tout suffisant pour combattre certaines maladies. Et puis dans notre vie, on peut aussi avoir des moments où notre système immunitaire faiblit, comme par exemple quand on a des cancers, quand on est sous chimiothérapie. Et à ces moments-là, même si dans certaines maladies, le système immunitaire de base suffit, peut-être qu'à un moment de notre vie, il va pas suffire. Donc de toute façon, le vaccin est important, quoi qu'il arrive. Il y a certains cancers qui sont viro-induits, c'est-à-dire que c'est des virus qui vont potentiellement créer un dérèglement cellulaire et induire un cancer. Typiquement le cancer de l'utérus chez la femme avec le virus de l'HPV. Donc là, oui, vacciner contre l'HPV va permettre d'éviter de déclarer un cancer à l'âge adulte. Mais tous les cancers ne sont pas viro-induits et la majorité des cancers ne sont pas secondaires à des virus, donc les vaccins, là, n'interviennent pas. On peut lutter contre des cancers avec des vaccins, même si je vais d'abord dire deux choses préliminaires. Un, en prévention des cancers, c'est d'abord les comportements, nos comportements, donc les facteurs de risque les plus importants, c'est le tabac, l'alcool, l'alimentation et une activité physique. Ça, c'est 40% qui explique les nouveaux cas de cancer. Mais c'est vrai que dans la lutte contre les cancers, on a en plus deux vaccins qui existent. Le vaccin papillomavirus, dont je viens de parler tout à l'heure, et le vaccin contre l'hépatite B. Ces vaccins sont ciblés sur certains types de cancers, pas sur tous les cancers. Le vaccin HPV, c'est les cancers du col de l'utérus pour la femme, mais aussi ORL pour les deux sexes ou de l'anus, de la vulve, du vagin. Et l'hépatite B, c'est contre le cancer du foie. Donc attention, ce n'est pas pour tous les cancers. Il y a quelques années, il y a eu des grandes méta-analyses pour voir si c'était vrai ou non. Et puis en fait, ce qui en a été conclu, c'est que c'est faux. En fait, le vaccin ne crée pas de sclérose en plaques. Le vaccin n'a rien à voir avec l'autisme. Et voilà, aucun rapport. Non, il n'y a jamais de risque à trop se vacciner. C'est pour ça que d'ailleurs on combine des vaccins. On peut se faire vacciner et de la grippe et du Covid en même temps. On peut le faire tous les ans. Et non, il n'y a jamais de risque je dirais, à stimuler notre immunité pour mieux combattre les agents pathogènes. Si on a perdu et qu'on ne sait plus où on en est, le médecin peut nous faire des sérologies pour voir un petit peu notre état d'immunité. Et puis donc on peut après recommencer des schémas vaccinaux si besoin. Et puis on vous donnera un autre carnet pour tout renoter et ne rien oublier.